C'est parti, bonjour, 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 bonjour et bienvenue. Gaëc est en train de lancer ce live qui va démarrer dans quelques instants. Oui, je crois que nous sommes en direct ce soir pour parler de l'oral du bac de français, puisque l'écrit c'est maintenant derrière nous, c'est derrière vous en tout cas, et on va certainement pas gaspiller votre précieux temps à reparler de l'épreuve écrite. On en a assez parlé comme ça pendant les débuts de la saison de Live Academy, donc pas de commentaires sur ce sujet dont nous ne dirons rien. Voilà, rien du tout, parce que ça ne sert à rien. Ce qui est vraiment important, ce qui est vraiment utile, c'est de se remettre en selle et c'est de se focaliser sur ce qui devient maintenant votre objectif unique, la réussite de l'épreuve orale du bac de français. Et c'est pour ça que je suis revenu ce soir pour vous parler de l'oral et des 10 grandes leçons que je tire de mon expérience et que je voudrais vous transmettre pour réussir cette épreuve orale du bac de français. Je remercie notre partenaire, le programme Bachelor de l'ESCP Europe, qui vous offre ce live. Et je vous rappelle, comme d'habitude, que vous avez d'autres ressources qui sont disponibles pour vous sur la plateforme de Live Academy. Donc, vous allez trouver une vidéo complémentaire à celle-ci sur l'oral du bac de français, la série des 3 minutes de français, les vidéos également sur l'écrit qui peuvent être utiles parce que, bien évidemment, par exemple, les genres et les registres ou le grand quiz sont des vidéos qui sont tout aussi utiles pour l'oral que pour l'écrit. J'en dirai autant de la vidéo de méthode du commentaire puisque l'oral du bac de français, vous le savez, ce n'est rien d'autre qu'un commentaire de texte à l'oral. Bonjour Elsa, Grégo, Ewen, Laurine, n'hésitez pas à me faire signe dans le chat que je vais essayer de réactiver et qui me permettra de vous répondre. Comme d'habitude, je vous invite à partager ce live, à taguer vos amis et à communiquer l'info. On est là pour répondre à vos questions. Et la première question que je vous pose, c'est vraiment juste pour se mettre en jambe. Question d'échauffement, question facile, question de quiz. Je voudrais juste qu'on me remette bien le chat, s'il te plaît, pour qu'on puisse suivre la réponse à cette question. Donc, question ultra simple, mais quand même, si vous ne savez pas, c'est que vous êtes mal barré. Combien de temps dure en tout l'oral du bac de français? Donc, si j'inclus la préparation, vous me dites, il y en a qui ont mal lu la consigne. Attention, lecture de la consigne, c'est important. Carole, voilà, ça y est, j'ai le chat, merci. Carole me dit 50 minutes, c'est une bonne réponse. Attention, Alice, Mohamed, Constance, quand vous dites 30 minutes, j'imagine que vous ne parlez que de la préparation. L'ensemble, ça dure bien 50 minutes, puisque vous avez 30 minutes de préparation, une demi-heure de préparation, 10 minutes d'exposé et 10 minutes d'entretien. Ça fait 30 plus 10, ça fait 50 minutes. Et ce timing, c'est super important de bien le comprendre, de bien le respecter, de bien l'intérioriser. Et dans vos entraînements, je vous invite à vous entraîner, je vous y encourage, respectez à la lettre, ou plutôt à la minute près, ce timing et consacrez 30 minutes exactement à votre préparation, 10 minutes exactement à votre exposé. Il va falloir en tout cas, parce que les exposés trop courts seront pénalisés. C'est l'une des façons les plus classiques de se planter à l'oral de français, de faire un exposé de 3 minutes, 4 minutes. Là, évidemment, vous perdez beaucoup de points. Le défaut inverse, au passage, il n'est pas bon non plus. Hein, les exposés trop longs, on ne vous laissera pas d'ailleurs les conduire jusqu'à leur terme, ces exposés, puisque le jury vous arrêtera, vous stoppera au bout de 10 minutes. Si vous n'avez pas fini, d'ailleurs, il faudra savoir effectivement conclure et arrêter, et ce sera bien dommage, ce sera la preuve d'un manque de maîtrise. Alors, la première phase de cet oral, c'est donc l'exposé sur le texte et à partir de la question qui vous a été adressée. Et là, j'aimerais, avant de parler de cette première phase, en fait, vous parler de la phase
préliminaire. C'est-à-dire qu'avant l'oral, c'est maintenant, vous y êtes là, hein, on est à quelques jours des oraux. Je pense à Gustave, je ne sais pas s'il est là, Gustave qui passe son oral mardi, et puis la plupart d'entre vous, vous allez passer votre oral par exemple la semaine prochaine. Et donc, il y a des conseils qui portent sur l'avant-oral, et le premier, il paraît évident, mais c'est de bien connaître votre cours. On va en parler aujourd'hui. La connaissance de vos textes, la connaissance des cours que vous avez fait sur ces textes, c'est important, et de faire des impasses, c'est évidemment pas conseillé, vraiment pas recommandé. Donc essayez plutôt de voir tous les textes et de réviser tous les textes, quitte à être peut-être un peu superficiel sur certains textes, mais en tout cas essayez de n'avoir aucun texte qui est pour vous une boîte noire et sur lequel vous priez que le correcteur ne vous interroge pas. Deuxième conseil sur l'avant-oral, bien préparer le matos. C'est important, le matériel de travail quand même pour l'oral. Donc le matériel, c'est d'abord liste A, le matos officiel, convocation, pièce d'identité, évidemment, descriptif des lectures et activités. Très important, et les textes que vous présentez en lecture analytique, que vous êtes censé avoir en 2 exemplaires. Alors souvent, l'examinateur aura lui aussi, parce que si votre prof a bien fait son boulot, il y a dans le descriptif des lectures et activités, avec le descriptif, une photocopie de tous les textes, et donc il y a beaucoup de chances que l'examinateur n'ait pas besoin de ce 2e exemplaire, mais les règles sont ainsi faites que vous avez l'obligation d'avoir vos textes en 2 exemplaires. Donc si vous ne les avez pas, essayez de les emprunter à quelqu'un qui passe en même temps que vous et qui est dans votre classe. Mais 2 exemplaires des textes vierges d'annotation, de surlignement, évidemment. Hein, si vous sortez un texte qui est tout griffonné de partout, on ne vous laissera pas travailler avec. Et ces textes, essayez de faire en sorte qu'ils soient bien classés. Parce qu'il n'y a rien qui fait plus mauvais effet que le candidat à qui l'examinateur dit « Donc vous allez, je vais vous interroger sur, mettons, les obsèques de la lionne, et voici la question que je vous pose sur ce texte. » Et là, le candidat qui se met à ouvrir son sac, il fait tout tomber, il cherche, il sort un classeur, il fouille, c'est pas là-dedans, il en essaye un autre. Ça, c'est horrible, d'accord? Donc, essayez d'avoir, je sais pas, un classeur, un trieur, un truc qui est clair, qui est rangé de façon rigoureuse et qui vous permette de dégainer rapidement le texte sur lequel vous êtes interrogé. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Je vois s'il y a des questions, des commentaires. J'y répondrai évidemment. Et donc, Romane, je vais répondre à ta question. Ruben, je vais commencer aussi, je vais répondre aussi à ta question. Mais je finis d'abord sur le matériel. Liste B. Liste B, c'est le matos qui n'est pas dans votre convoque, etc., mais qui est très important aussi. D'abord, comment je m'habille? Comment je m'habille, hein, c'est con, mais c'est important, parce que vous ne vous pointez pas à l'oral du bac de français dans une tenue trop vacances. C'est pas encore les vacances, désolé de vous le dire, vous y êtes presque, mes petits amis, mais c'est pas encore les vacances. Donc, on envoie quand même un signal à travers la tenue qu'on porte, et là, vous avez intérêt à faire quelque chose de simple, de sobre, tenue de travail en fait, et donc on évite les casquettes, on évite les t-shirts à gros imprimés, etc. Enfin, j'en sais rien de comment vous vous habillez, puisque je ne suis plus prof qu'en vidéo et que je ne vous vois pas encore, mais ça viendra. Mais en tout cas, privilégiez les tenues les plus sobres possibles, et sachez que vous renvoyez déjà un signal à travers votre apparence, y compris apparence vestimentaire. Donc, une tenue de travail, tenue appropriée. Deuxièmement, de quoi gérer son temps, et ça veut dire un chrono ou une montre à affichage digital, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique de savoir si on en est à 7 minutes 40 ou à 8 minutes d'exposé quand on a de l'affichage digital que lorsqu'on doit suivre une trotteuse et prendre un repère. Ah oui, j'en étais à peu près là quand j'ai commencé mon exposé. Donc non, de l'affichage digital, très important. Des boules qui est. Pourquoi des boules qui est? C'est uniquement si vous en avez l'habitude. Évidemment, on n'allait pas utiliser ça pour la première fois le jour du bac, mais vous pouvez être amené à préparer votre exposé dans un lieu où il y aura un examen en cours, et ça peut être très perturbant d'entendre quelqu'un passer à la casserole pendant que soi-même on doit préparer son exposé. Donc ça peut aider à se concentrer
de prendre des boules caisses. Crayon et gomme, évidemment, évidemment, le matos de base pour préparer un commentaire et des surligneurs parce que les textes, vous avez, autant il faut qu'ils arrivent vierges, autant vous avez le droit de les défoncer pendant la préparation pour les citer le plus souvent possible. Ce sera l'un de mes conseils. On y reviendra. Alors, je réponds comme promis à quelques-unes de vos interventions. Si Louise a une montre digitale, eh bien c'est une bonne nouvelle. Que Stella est imprimée tout 2 fois en recto et agrafée par séquence, c'est une autre bonne nouvelle et je te félicite Stella, tu donnes l'exemple à tes petites camarades. Que Vincent se réjouisse d'être en vacances, c'est une chose normale et bonne, mais tenez le coup encore quelques jours jusqu'à la libération finale. Vous restez absolument concentré, déterminé, focus sur votre objectif scolaire, académique, la réussite de l'oral du bac. Et vous êtes tous dans la course, hein, j'insiste, notamment pour ceux qui ont été perturbés par l'écrit, ceux qui sont déçus par leur perf, ceux qui ont l'impression d'avoir trébuché sur un sujet difficile, et ben c'est peut-être vrai, mais on s'en fiche. Aujourd'hui, il faut vraiment se sortir ça de la tête et tourner son regard vers l'avenir, vers ce que vous pouvez encore faire pour maximiser vos chances de réussir cet examen si important. Ruben, 22 textes, pas commencé, c'est mardi, est-ce que c'est jouable et que faire? Ben, mon pauvre vieux, déjà je te conseille de rester bien avec les oreilles grandes ouvertes et jusqu'au bout de ce live pour essayer d'en tirer la substantifique moelle. Tout se joue de toute façon dans le money time, c'est vrai que d'y arriver en étant préparé, c'est quand même une bonne chose, mais tout est possible, les miracles existent. 17 textes pour Melvin et 40 pour Roman. La vie est injuste. Que dire? Que dire? La vie est injuste. Roman, tu as 40 textes, beaucoup de textes, tu ne peux pas tout apprendre. Citation, plan. Alors, Roman, les citations, il ne faut pas les apprendre par cœur. Les citations, tu vas aller les chercher pendant ton exposé et tu vas non pas réciter des citations tirées du texte, mais lire des citations tirées du texte. Et ça suppose que tu connaisses suffisamment bien tes textes pour t'y référer, et pendant ton exposé, tu prends le texte, tu cherches ta citation, et tu la lis. Donc tout n'est pas à apprendre par cœur. Et Roman, si tu as 40 textes, la chose la plus importante peut-être, et ce serait le même conseil que j'adresserais d'ailleurs à Ruben, qui est notre ami touriste, qui a 22 textes et qui n'a pas commencé à travailler, commence Ruben par lire tes textes. Et toi, Roman, qui en a 2 fois plus, lis-les, relis-les et essaye de les connaître aussi bien que possible parce que ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important pour réussir l'oral. Alors, c'est parti, on continue. N'hésitez pas à me poser d'autres questions. N'hésitez pas à taguer vos amis, à partager ce live. J'ai plein de conseils à vous donner et on continue sur l'exposé. Conseil numéro 3, respectez le déroulement attendu pour l'exposé. Petit rappel, comment ça se passe un oral? Un oral, ça se passe de la façon suivante. Vous avez une phase introductive. La phase introductive, mon accolade, qu'est-ce qui s'est passé avec mon accolade? Elle devrait inclure l'annonce du plan, d'accord? L'accolade, elle doit inclure l'annonce du plan, c'est la phase introductive, c'est l'intro si vous voulez. Et cette intro, comment elle est foutue? Eh bien, vous avez d'abord la présentation du texte. Et la présentation du texte, ça veut dire non pas seulement présenter l'œuvre, c'est-à-dire que si vous avez à commenter, je ne sais pas, l'Incipit de Candide, par exemple, c'est pas seulement Candide que vous avez présenté, c'est aussi le fait qu'on est là en train de commenter la toute première page de Candide. Et donc la situation de l'extrait dans l'œuvre et ce qui se passe dans cet extrait, c'est important aussi. Donc on ne se contente pas de présenter l'auteur, le titre de l'œuvre, le genre littéraire représenté, le contexte, le mouvement littéraire auquel appartient l'auteur et les choses principales à dire sur l'œuvre représentée. On présente aussi l'extrait en lui-même, ce qui différencie cet extrait d'un autre extrait de la même œuvre. Et puis ensuite, on attaque la lecture du texte. On se met à lire le texte jusqu'à ce qu'on soit interrompu par l'examinateur. Et si l'examinateur ne vous interrompt pas, vous allez jusqu'au bout de la lecture du texte. Et puis après avoir lu le texte, vous allez reprendre la question qui vous a été posée et ce sera votre problématique. Vous allez la reformuler, on y reviendra, puis annoncer le plan
que vous allez adopter pour répondre à la question qui vous a été posée. Et tout ça, ça forme la phase introductive de l'oral du bac de français. Après quoi, vous développez vos parties, partie 1, partie 2, peut-être partie 3, pas obligatoire, puis la conclusion dans laquelle on va formuler une réponse synthétique, un bilan de la réponse qu'on peut faire à la question qu'on vous a posée sur ce texte. Voilà, est-ce que c'est clair pour le séquencement? Donc, on n'oublie pas la lecture du texte qui vient se loger au milieu de l'introduction, après la présentation du texte, mais avant problématique et annonce du plan. Eva demande si l'ouverture est obligatoire à l'oral. Pas du tout, c'est comme à l'écrit, c'est une cerise éventuelle sur le gâteau, souvent ratée quand elle est faite, donc ne vous sentez pas du tout obligé de faire une ouverture. Raphaël dit apprendre 2-3 ouvertures par texte, c'est relou. Eh bien, dispense-toi de ça, il y a des choses beaucoup plus importantes. Joseph demande si le surlignage est conseillé du coup pour les citations. La réponse est oui. Vous avez vu dans le matos, je vous ai dit surligneur de différentes couleurs. Différentes couleurs, pourquoi? Parce que ça peut être pratique d'utiliser une couleur pour la partie 1, une couleur pour la partie 2, par exemple. C'est-à-dire que vous pouvez adopter une couleur par partie pour vous y retrouver plus facilement au moment où vous serez en train de faire votre exposé à l'oral et que vous chercherez vos citations. Bérénice me demande qu'avez-vous pensé de l'écrit du bac. Bérénice, d'abord, attention, ce que je pense de l'écrit, c'est qu'il faut bien l'écrire et que qu'avez-vous pensé? Penser est un participe passé, donc ne prends pas ER, mais surtout, je ne veux pas perdre de temps à revenir sur le passé. On est maintenant complètement focus sur l'objectif. L'objectif, c'est l'oral, la réussite de l'oral, et donc on se met bien ce déroulement dans la tête. Conseil suivant, pratiquer une lecture expressive. Ça, c'est très important parce que vous allez prendre des points là-dessus ou bien vous allez en perdre. C'est probablement le truc le plus indépendant du travail que vous avez fait, même si de bien connaître les textes, ça aide à bien les lire. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de vous entraîner dans les jours qui vous séparent de l'oral à lire vos textes et à les lire avec un peu d'animation, de façon peut-être un peu théâtrale. Mais oui, c'est comme ça, il faut être un peu théâtral dans la vie, et surtout au moment de la lecture de l'oral du bac de français, du texte que vous allez commenter, parce que la lecture, elle donne déjà une idée de votre intelligence du texte. Est-ce que vous avez ou non bien compris ce texte? Lire le texte, c'est forcément le jouer un peu, et je vous encourage à en rajouter un petit peu dans la théâtralité pour proposer une lecture expressive. Ça donne quoi, par exemple? Argan, seul dans sa chambre, assis, une table devant lui, compte des parties d'apothicaire avec des jetons. Il fait, parlant à lui-même, les dialogues suivants. 3 et 2 font 5, et 5 font 10, et 10 font 20. 3 et 2 font 5. Plus du 24e, un petit clistère, insinuatif, préparatif et rémolliant pour ramollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. Oh, ce qui me plaît de monsieur Fleurant, mon apothicaire, c'est que ses parties sont toujours fort civiles. Les entrailles de monsieur 30 sols. Il agite une sonnette pour faire venir ses gens. Ils n'entendent point et ma sonnette ne fait pas assez de bruit. Drelin, 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 un point d'affaire. Drelin, drelin, drelin. Et ils sont sourds, Toinette. Drelin, drelin, drelin. Oh, tout comme si je ne sonnais point. Chienne, coquine. Drelin, drelin, drelin. Oh, j'enrage. Drelin, drelin, drelin. Carogne, à tous les diables. Est-il possible qu'on laisse comme cela un pauvre malade tout seul? Drelin, drelin, drelin. Ah, voilà qui est pitoyable. Drelin, drelin, drelin. Ah, mon Dieu, ils me laisseront ici mourir. Drelin, drelin, drelin. Donc, ça, c'est l'ouverture du malade imaginaire. Et il faut l'incarner, il faut la jouer, il faut que vous donniez de vous-même et que vous mouilliez un peu la chemise et que vous proposiez un Argan qui trahit à travers cette lecture, vous trahissez à travers cette lecture votre compréhension du personnage d'Argan, cette espèce de maniaque obsédé par la maladie, qui est un petit tyran domestique qui empêche tout le monde de vivre et qui se venge sur Toinette de ses petites misères, j'enrage, etc. Drelin. Oui, c'est important de faire un peu de théâtre et donc
c'est la même chose, là, c'est du théâtre, donc c'est encore amplifié, mais si vous avez de la poésie, si vous avez une page de roman, ce que je veux dire, souvenez-vous de ce conseil parce qu'il peut vous rapporter beaucoup de points, c'est qu'il faut y aller avec du cœur, et il faut le lire avec l'intonation, comme on disait, comme on vous disait peut-être quand vous étiez petit, c'est très important, il y a beaucoup de points qui se jouent là-dessus. Alors Geoffroy demande, est-ce qu'il faut lire les didascalies? Eh bien, Geoffroy, tu sais quoi, regarde ça, magie, télépathie, attention, faut-il lire les didascalies? J'avais prévu cette question, Geoffroy, et la réponse, c'est ça dépend. Ça dépend, parce que il y a des didascalies, par exemple, est-ce que vous allez lire, alors Toinette, Argan, c'est les noms des personnages, c'est pas des didascalies, ça, on les lit pas, d'accord? Moi, cet extrait-là, par exemple, je dirais, mon Dieu, je vous connais, vous êtes bon naturellement. Je ne suis point bon, et je suis méchant quand je veux. Là, vous ne lisez pas la didascalie, mais vous la jouez. Et donc, à mon avis, c'est largement suffisant. Mais il y a des didascalies qui ont une valeur autre que simplement de donner une indication sur la tonalité de la réplique. Donc, chez Beckett, par exemple, je pense que c'est important de lire toutes les didascalies. Chez Molière, elles sont très rares. Mais chez Beckett, vous en avez partout. Donc là, ça peut donner âme, excédé. Vous n'avez pas fini? Vous n'allez donc jamais finir? Soudain furieux. Ça ne va donc jamais finir? Nag plonge dans la poubelle, rabat le couvercle. Nell ne bouge pas. Mais de quoi peuvent-ils parler? De quoi peut-on parler encore? Frénétique. Mon royaume pour un boueux! Il siffle. Entre Clof. Enlève-moi ces ordures. Foulez à la mer! Clof va aux poubelles, s'arrête. Bref, là, chez Beckett, la didascalie, il faut la lire, et vous avez entendu la différence de ton, de tonalité, parce que la didascalie, pour le coup, on la lit avec un ton qui est neutre. On continue, j'ai plein de conseils à vous donner. Et le 5e de ces conseils, c'est le plus important, c'est le conseil numéro 5, mais en fait, c'est le conseil qui est à la fois l'alpha et l'oméga de la réussite de l'oral du bac de français, c'est la prise en compte de la question posée. Alors là, accrochez vos ceintures, on commence, c'est vraiment le truc à retenir de ce live. Je vous rappelle qu'il y a un examinateur qui, dans quelques jours, va vous donner un texte, mais pas seulement un texte à commenter, aussi une question posée sur ce texte. Par exemple, le texte, ça peut être les obsèques de la lionne, une fable de La Fontaine, et la question, ça pourrait être, par exemple, étudier la vivacité théâtrale de ce récit et sa portée satirique. Cette question, elle a été introduite il y a maintenant une quinzaine d'années, lorsque les hautes instances qui nous gouvernent ont décidé de réformer le bac de français parce qu'ils en avaient marre d'avoir une épreuve où finalement il suffisait d'apprendre par cœur un truc appris en classe et de le ressortir comme un petit perroquet pour réussir. Parce qu'avant, il n'y avait pas cette question. Il y avait juste un texte à commenter. Et s'il n'y a qu'un texte à commenter, comment départager le candidat intelligent qui est capable d'une vraie réflexion personnelle du candidat qui est juste un bon petit perroquet qui est capable d'apprendre par cœur un commentaire et de le réciter à l'oral. C'était très difficile. Donc, on a introduit cette question. On a du coup rallongé le temps de préparation puisqu'avant 2003, vous n'aviez qu'un quart d'heure. On n'avait qu'un quart d'heure pour préparer l'oral et maintenant, vous avez une demi-heure. Mais la contrepartie, c'est que vous ne pouvez pas vous contenter de régurgiter des connaissances apprises par cœur. Il va falloir les adapter à la question posée. Alors cette question, si vous ne la comprenez pas, est-ce que vous pouvez demander des précisions à l'examinateur? Attendez, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de portée satirique? Je ne comprends pas. Bon, d'abord, ne demandez pas de précision si tout va bien, vous avez bien compris la question, vous prenez la question et vous allez préparer, faire votre job. Mais si vous avez un vrai doute, si vous avez un problème de compréhension, vous pouvez éventuellement essayer de demander une confirmation. Attention quand même, vous êtes censé connaître le vocabulaire de l'analyse littéraire. C'est pour ça que je vous renvoie dans les jours qui viennent, si vous ne les avez pas encore vus,
à nos lives et à des choses comme les 3 minutes ou comme les lives de quiz sur l'écrit du bac de français, parce que vous n'avez pas le droit, par exemple, de ne pas savoir ce que c'est que la satire, surtout si c'est La Fontaine qui figure dans votre descriptif. Mais si vraiment il y a un terme technique qui vous échappe, essayez de demander une précision à l'examinateur. Alors, pour bien prendre en compte la question posée, il y a une méthode qui est la méthode PPAC. Elle est vachement importante et je vais vous l'expliquer. PPAC, c'est pour problématique, plan, analyse et conclusion. Problématique, plan, analyse et conclusion, c'est les 4 endroits dans lesquels vous allez devoir faire un effort de prise en compte de la question et d'ancrage dans la question qui vous a été posée. La problématique, d'abord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez exposer la problématique, c'est-à-dire, je vous rappelle, hein, l'ordre de l'exposé, c'est je présente le texte, je lis le texte, puis je présente ma problématique et mon plan. Et quand je présente ma problématique, comment est-ce que je vais m'y prendre? Eh bien, en 2 temps. D'abord, je donne une lecture exacte et rigoureuse du libellé même de la question qui m'a été posée. Et donc, je dis, par exemple, il m'a été demandé sur ce texte, qu'est-ce que ça disait, qu'est-ce que ça racontait, mon exemple? Étudier la vivacité théâtrale de ce récit et sa portée satirique. Si par exemple la question se présente comme ça, au moment où vous faites la lecture du texte, l'examinateur vous interrompt, vous pourriez dire par exemple, donc vous m'avez demandé d'étudier la vivacité théâtrale de ce récit et sa portée satirique. Mais vous ne vous arrêtez pas là, vous allez reformuler la question pour montrer que vous la prenez bien en compte au stade de la problématique et que vous avez bien compris de quoi il s'agit. Donc vous allez dire par exemple, vous m'avez demandé d'étudier la vivacité théâtrale de ce récit et sa portée satirique, c'est-à-dire qu'il faut que je montre que ce récit se présente comme une petite scène de théâtre et qu'elle a aussi une portée satirique, c'est-à-dire qu'elle vise à critiquer quelqu'un ou quelque chose en le tournant en ridicule, parce que c'est ça la satire. Et c'est ça la problématique. C'est ça la problématique. Je lis la question, je la reprends telle qu'elle, et puis je la reformule aussitôt pour montrer au correcteur que j'ai très bien compris ce qu'il m'a demandé de faire et que je ne vais pas lui infliger de la récitation, mais bien une réflexion personnelle sur la question posée. Je reformule, très important. Et donc, s'il y a un terme technique, un terme d'analyse littéraire dans la question posée, si par exemple, la question posée comporte la notion de satire, vous voyez que je prends soin de définir cette notion dans ma reformulation. Ça, c'est le premier P de PPAC. PPAC pour problématique, plan, analyse et conclusion. La problématique, je la reformule dans ma phase introductive. Ensuite, le plan. Alors le plan, c'est plus compliqué et c'est d'abord au brouillon que ça va se passer. Et pour ça, j'ai une méthode aussi. J'ai une méthode aussi qui tient en 3 lettres comme souvent. C'est la méthode ICR. ICR pour identification, confrontation, reformulation. On va voir comment ça se passe. On va prendre quelques exemples parce que là, on est au cœur de la valeur d'un exposé à l'oral du bac de français. Identification des mots-clés de la question qui m'est posée par le jury. Confrontation avec le plan qu'on a vu en cours, le plan que je connais, mes connaissances. Et reformulation du plan vu en cours ou du plan de ma fiche, etc. pour que ça colle exactement avec la question posée. Exemple. Exemple avec cette fameuse fable de La Fontaine, Les obsèques de la lionne. Si vous avez vu en cours un plan qui dit grand 1, un récit vif et plaisant, grand 2, la portée satirique de la fable. Et que la question posée, coup de bol, étudier la vivacité théâtrale de ce récit et sa portée satirique. Dans ce cas, ICR, ça va aller très vite. J'identifie les mots-clés de la question posée, vivacité théâtrale d'une part et satire d'autre part. Confrontation, le C de confrontation, je confronte avec le plan vu en cours et je vois que dans ma première partie, j'avais un récit vif et plaisant et dans la deuxième partie, la portée satirique de la fable. Reformulation, je vais quand même faire un vrai effort pour
accentuer l'ancrage dans le sujet et dans la question posée. Et donc, je vais proposer en 1. Et là, vous remarquez que je formule des phrases complètes, sujet, verbe, complément, les fameuses phrases, titres qui sont si importantes. Grand 1. Le récit du fabuliste nous entraîne dans une scène vive et théâtrale. Et je reprends les 2 mots-clés du sujet, alors même que dans mon cours, il n'y avait pas l'idée de théâtrale, mais je vais la mettre le jour J, le jour de l'exposé, parce qu'on m'a demandé de mettre théâtrale, et c'est dans la première partie que ça va se loger. Deuxièmement, à travers ce récit se dessine une satire des mœurs de la cour. Tout va bien jusqu'ici pour la méthode ICR. Maintenant, exemple imprime. Imaginons que la question posée soit un peu différente. Vous avez vu en cours, grand 1, un récit vif et plaisant, grand 2, la portée satirique. Et la question posée, c'est en quoi le fabuliste cherche-t-il à la fois à plaire et à instruire? Dans ce cas, la question posée, les mots-clés ne sont plus les mêmes. Les mots-clés, c'est plaire et instruire. Et donc la confrontation, je retrouve dans mon grand 1, un récit vif et plaisant, l'idée de plaire. Et dans le grand 2, la portée satirique, je n'ai pas explicitement l'idée d'instruire, mais c'est facile de reformuler et de dire grand 1, le fabuliste cherche à plaire à travers le récit vif d'une aventure animalière, mais il cherche aussi à instruire par la satire des mœurs de la cour. Et je me force à mettre le mot instruire. Pourquoi? Parce qu'il est l'un des 2 mots-clés de la question qui m'a été posée et que je veux absolument prouver au correcteur que je ne suis pas en train de réciter mon cours, mais bel et bien de répondre à sa question. Exemple 1, double prime. Si la question posée, c'est en quoi s'agit-il d'un apologue? Là, c'est plus compliqué apparemment parce que l'apologue, il va falloir le définir. Et c'est ce que vous allez faire dans la phase P de PPAC, phase 1 problématique. Je reformule. Vous m'avez demandé en quoi il s'agissait d'un apologue. Or, un apologue, c'est un court récit à visée morale. Eh bien, nous allons voir dans une première partie qu'il s'agit en effet du récit vif et plaisant d'une aventure animalière, et dans une deuxième partie, que ce récit a une portée morale puisqu'il fustige les mœurs hypocrites de la cour. Et là, je viens de faire problématique, reformulation de la problématique puisqu'elle comporte un terme technique, et annonce de plan avec adaptation du plan à la problématique. C'est la méthode ICR, donc identification sans problème des mots-clés. L'apologue, il va falloir le définir, c'est un court récit à visée morale, ça vous devez le connaître. Donc les 2 mots-clés finalement, c'est le récit et la morale. La confrontation avec le plan vu en cours, on va retrouver le récit dans le 1 du plan vu en cours. Dans le 2, on parle de portée satirique. C'est assez facile de reformuler ça en « Il s'agit d'un apologue parce que le fabuliste nous propose un récit vif et plaisant et parce que ce récit a une visée morale dans la mesure où il propose une satire des mœurs de la cour. » Est-ce que tout va bien? Dites-moi. Dites-moi. Oui, on est là. On est là, Baptiste Elia est là, Joseph aussi. C'est bien. C'est bien que vous soyez là parce que j'ai encore bien des conseils à vous donner. Et peut-être pour bien ancrer cette histoire de méthode ICR, un deuxième exemple rapide, si sur ce poème de Baudelaire que vous connaissez bien maintenant, si vous avez suivi mes autres lives, à une passante. Si donc le plan vu en cours, c'est grand 1, le récit d'une rencontre amoureuse, grand 2, une vision ambivalente de la femme, grand 3, une allégorie de la beauté moderne, et que la question posée, c'est quelle vision de la femme s'exprime à travers ce poème? Qu'est-ce que nous dit la méthode ICR? Ça dit que c'est une question sur la vision de la femme, la façon dont le poète voit la femme. Donc, j'ai la vision de la femme, je l'ai dans le grand 2 de mon plan, eh bien je vais devoir absolument tirer mes parties 1 et 3 vers la question posée ou bien remanier mon plan. Mais là, c'est possible de tirer les parties vers la question posée en disant « Ce sonnet met en scène la vision d'une femme rencontrée dans la rue. C'est la vision d'une rencontre amoureuse. » Et c'est une vision, donc c'est OK, ça colle avec le sujet.
Grand 2, une image ambivalente de la femme se dévoile à travers le récit. Là, c'est la vision au sens l'image psychologique que le poète a de la femme. Grand 3, cette femme peut aussi être vue comme une allégorie de la beauté moderne. Finalement, je peux garder mon plan. Je peux garder mon plan, mais je vais faire l'effort d'ancrer ça dans le sujet en mobilisant tous les mots qui sont dans le champ lexical de la vue, de la vision. Si la question qui m'est posée, c'est « En quoi ce poème manifeste-t-il la tension baudelairienne entre le spleen et l'idéal ?» Faites l'exercice, peut-être, parce que là, vous me faites « C'est moi qui fais tout le boulot, mais c'est vous qui êtes à l'oral dans quelques jours. » Faites l'exercice, essayez de reformuler ce plan pour l'adapter à la question qui vous a été posée. En quoi ce poème manifeste-t-il la tension baudelairienne entre le spleen et l'idéal? Pendant ce temps, je regarde un petit peu vos questions. Geoffroy se demande s'il faut connaître par cœur registre, genre, etc. La réponse est oui. Évidemment, non seulement ça vous sera utile dans la phase d'exposé, mais on peut vous poser des questions dessus dans la phase d'entretien. C'est ce que dit d'ailleurs Stella. Alors, Gabriel, tu me dis le grand 1, une recherche de l'ailleurs à travers une rencontre. Ce qui m'ennuie un peu, c'est que je ne retrouve pas assez les mots-clés du sujet. On peut avoir l'impression là que tu ne réponds pas exactement à la question qui t'a été posée. Donc on reprend IC d'abord, ICR, mais d'abord I et C, identification. On me dit en quoi ce poème manifeste-t-il la tension entre le spleen et l'idéal, qui sont deux vocables typiquement baudelairiens. Les mots-clés, ils sont en gras, tension, spleen et idéal. Le plan vu en cours ne me parle ni de spleen, ni d'idéal. Il va falloir que je ramène le spleen et l'idéal dans mon plan et que le jour J, je propose par exemple, voilà 3 phrases qui correspondent à 3 parties, 3 phrases rédigées selon la méthode des phrases-titres, des phrases générales qui expriment l'idée directrice de chaque partie. Grand 1, la rencontre mise en scène dans ce poème témoigne de la vision baudelairienne à la fois idéaliste et mélancolique de l'amour impossible. Et là, j'ai le spleen, sous sa forme francisée qui est la mélancolie. J'ai l'idéal avec l'adjectif idéaliste. Grand 2, cette tension entre le spleen et l'idéal se manifeste aussi à travers l'image ambivalente de la femme qui se dévoile à travers ce récit. Grand 3, enfin, ce poème dévoile une esthétique animée par une tension entre l'idéal de la beauté classique et la fragilité de la beauté moderne. Et donc je peux très bien, une fois de plus, conserver mon plan. Mon plan fonctionne à condition que j'explique que sous chacun de ces 3 angles, c'est-à-dire le texte, à la fois lorsqu'il est vu comme un récit d'une rencontre amoureuse, à la fois comme il est vu comme l'indice d'une vision ambivalente de la femme, et comme, quand il est vu comme l'expression d'une certaine vision de la beauté, sous chacun de ces 3 points de vue, le texte reflète la tension baudelairienne entre l'idéal, l'aspiration à la perfection, à l'harmonie, à la pureté, et le spleen qui est une forme typiquement baudelairienne, puisqu'il est l'un des seuls à employer ce mot, mais une forme de la mélancolie, de la dépression, on dirait aujourd'hui, pour donner le nom médical actuel de ce spleen qui était la grande maladie de Baudelaire. Voilà, j'espère que c'est à peu près compris pour la méthode ICR qui vous permet d'adapter votre plan à la question posée. C'est super important. Mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que dans la méthode PPAC, après le P de problématique et le P de plan, vous avez le A d'analyse. Et l'analyse, c'est quoi? C'est le moment où vous êtes en train de commenter le texte. C'est vraiment le moment où on est au cœur du développement dans votre première partie, dans votre deuxième partie, dans votre troisième partie, si troisième partie il y a. Vous allez analyser le texte. Et ce texte, vous allez l'analyser
avec des lunettes bien particulières, c'est-à-dire que vous regardez le texte à travers le prisme du sujet, le prisme de la question posée. Et pour montrer au correcteur que vous êtes bien en train de traiter la question qu'il vous a posée et pas une autre question, vous n'êtes pas en train de faire de la récitation, ni en train de partir hors sujet, pour ce faire, il y a une chose qui est toute simple, c'est de reprendre en permanence les mots du sujet dans les mots de votre commentaire. C'est-à-dire que la matière première de votre commentaire, c'est les mots du sujet. Si le sujet il dit portée satirique, le mot satire, le mot satirique, ils doivent revenir tout le temps. Si le sujet il dit incipit, fonction de l'incipit, les mots fonction ou leurs synonymes, hein, la vocation, le rôle, etc., ça peut marcher aussi. Mais il faut que vous soyez en permanence en train d'utiliser les mots du sujet ou leurs dérivés ou leurs synonymes. C'est ce que j'appelle l'ancrage dans le sujet et c'est extrêmement important pour réussir une épreuve de commentaire à l'oral. Et puis, dernière étape, la conclusion. En conclusion, on va en remettre une couche. On en remet une couche en reprenant une énième fois la question qui vous a été posée et en formulant un bilan de la réponse qu'on peut faire à la question. Donc, voilà, la conclusion, ça peut donner quoi? Ça peut donner, par exemple, voilà, donc vous m'aviez demandé de montrer que ce récit était à la fois, comportait une vivacité théâtrale et une portée satirique. Et on a vu qu'effectivement, c'était justement grâce à cette mise en scène extrêmement théâtrale et grâce à ce récit très animé d'une petite fable animalière que le poète parvenait en fait à ridiculiser les courtisans et leurs habitudes serviles, leur hypocrisie. Et donc, non seulement le théâtre qui règne en fait dans cette œuvre poétique permet de divertir le lecteur, mais en fait, il a une réelle portée morale. Il a une portée morale parce que le but de La Fontaine, qu'il accomplit dans cette théâtralité, c'est de critiquer les mœurs qui règnent à la cour. Et je m'arrête. Vous avez remarqué que je n'essaie même pas de pratiquer une petite ouverture, c'est pas impossible, hein. Vous pourriez compléter en disant cette alliance de la théâtralité et de la satire, on la retrouve à la même époque, mais le plus souvent sur les planches du théâtre, chez un Molière par exemple, dans toutes ces grandes pièces qui sont toutes des satires de la société de son temps. Ça marche aussi, hein, ça marche, je veux dire, si vous avez une ouverture, ça marche aussi. Mais ce n'est pas absolument indispensable. Olga demande s'il est nécessaire de faire une troisième partie où on s'en fout. Bah, en fait, comment dire, Olga, c'est pas obligatoire de faire une troisième partie, pas du tout. Il vaut mieux un bon plan en 2 parties qu'un plan en 3 parties, mais qui est un peu bancal. Donc, 2 parties sont suffisantes. 3 parties, toutes choses égales par ailleurs, c'est souvent mieux, à condition de faire des parties équilibrées et que la troisième partie ne soit pas purement décorative. Mais pourquoi je dis que c'est souvent mieux? Parce que en 3 temps, vous avez toujours la possibilité de développer une pensée un petit peu plus nuancée, un petit peu plus dynamique que dans un plan en 2 parties qui est souvent un petit peu binaire. Mais vraiment, n'allez pas vous retourner la tête pour trouver une troisième partie si elle n'est pas naturelle. Si par exemple la question posée, c'est celle dont je vous ai donné l'exemple avec étudier la vivacité théâtrale de ce récit et sa portée satirique, la question vous guide et vous donne les 2 parties qu'il faut suivre. Grand 1, la vivacité théâtrale, grand 2, la portée satirique. Donc n'allez surtout pas vous compliquer la vie. Si l'examinateur vous donne un sujet qui vous invite à suivre un plan en 2 parties, eh bien faites ce plan en 2 parties sans problème, ça va très bien se passer. Voilà pour ma réponse à la question d'Olga. Allez, on continue, on ne lâche rien, on est dans le money time, c'est la partie la plus décisive, c'est la partie la plus importante de votre année, c'est le moment où tout peut basculer, quelles que soient les performances qui soient les vôtres pour l'instant à l'école, quelle que soit la façon dont s'est passé l'écrit du bac de français, vous êtes encore dans le game à fond et vous pouvez absolument déchirer cet oral du bac de français si vous continuez à bien m'écouter parce que j'ai encore plein de conseils à vous donner et le 6e, c'est un conseil qui porte sur la gestion du temps de préparation
préparation. Avant de parler peut-être de la gestion du temps de l'exposé, gestion du temps de préparation, vous avez 30 minutes, hein, contrairement à ce que j'ai vu dans le chat, 30 minutes pour faire quoi? Eh bien, d'abord, le travail qu'on vient de faire ensemble avec la méthode d'identification des mots-clés de la question posée, c'est l'analyse du sujet. Hein. J'identifie les mots-clés, je confronte avec mes connaissances et je recompose, je reformule. Donc, analyse du sujet et recomposition du plan connu, appris, c'est ce qui doit vous permettre de bien commencer votre temps de préparation. Ensuite, une fois que vous avez vos grandes parties, formulez chacune sous la forme d'une phrase titre, sujet, verbe, complément, une phrase grammaticale complète, ancrée dans le sujet par la mobilisation explicite des termes clés de la consigne donnée par le correcteur. À ce moment-là, vous remplissez vos parties, vous surlignez dans le texte les citations que vous allez faire. Et je vous rappelle qu'aucune de ces citations ne viendra sans l'identification du procédé littéraire utilisé dans cette citation et l'identification de l'effet produit. C'était la méthode IPC, idée, procédé, citation qu'on a vue pour le commentaire et qui est évidemment valable à l'oral puisque l'oral n'est rien d'autre qu'un commentaire à l'oral. Et donc, les citations et les procédés et les effets produits, vous allez les loger dans les parties et sous-parties que vous allez imaginer dans votre plan. Sous-parties, les sous-parties, un mot sur les sous-parties parce que je sais que ça vous inquiète parfois, elles sont probablement moins indispensables qu'à l'écrit. Mais vous avez quand même intérêt à bien préparer les différents mouvements ou le mouvement interne de vos grandes parties. Si par exemple vous n'avez que 2 grandes parties, si vous reprenez grand 1 la vivacité théâtrale, grand 2 la portée satirique, si vous faites juste un catalogue IPC et que vous ne structurez pas ça avec des sous-parties, avec 2 ou 3 arguments par partie. Par exemple, la satire, ça peut être, je ne sais pas, je vais d'abord présenter la cible de la satire qui est tournée en ridicule ici, et ensuite les moyens utilisés par La Fontaine pour tourner en ridicule les courtisans et leur hypocrisie. Ou bien, il y a d'autres plans possibles, je ne sais pas, mais il faut trouver une structure, il faut une architecture qui fait que vous n'avez pas juste 2 grands catalogues de citations, idées, procédés qui s'enchaînent l'un après l'autre parce que ça, ce ne serait pas très satisfaisant. Donc, le temps de préparation, il est dédié d'abord à l'analyse du sujet et à la recomposition du plan du cours pour qu'il colle aux attentes de l'examinateur. Ensuite, à la préparation du plan détaillé, partie, sous-partie, contenu des sous-parties. Et ensuite, l'intro et la conclusion. Je dis ensuite parce que l'intro et la conclusion, pour moi, si vous avez bien bossé, vous n'avez pas vraiment besoin de les préparer au brouillon. L'introduction, normalement, elle peut être faite, comment dire, d'abondance de cœur. Si par exemple je tombe sur la scène de Molière que je lisais tout à l'heure, qu'est-ce que je dirais en introduction avant de lire le texte? Quelque chose comme: nous avons donc à commenter ce texte extrait du Malade imaginaire, la dernière pièce de Molière, une pièce de 1673 qui est un peu son testament comique puisqu'elle comporte à la fois la dimension farcesque d'une pièce qui fait rire le spectateur et la dimension philosophique d'une pièce qui le fait réfléchir sur la société et les mœurs de son temps. Dans la scène que nous avons à commenter, nous sommes d'abord à la scène 1 de l'acte 1, c'est donc une scène d'exposition, et contrairement à l'habitude, Argan est seul en scène, c'est donc un monologue que Molière a choisi d'écrire pour débuter sa pièce. Argan, seul assis devant sa table, compte des jetons d'apothicaire. 3 et 2 font 5, et 5 font 10, et 10 font 20. Voilà, donc là, vous voyez que je viens de faire une intro un peu improvisée, elle est sans doute pas parfaite, etc. Mais j'ai fait la première étape de la phase introductive, c'est-à-dire la présentation du texte, avec les 2 mouvements. Hein. D'abord, je présente l'œuvre, ensuite, je présente le texte en lui-même, l'extrait en lui-même. Et ça, moi, je sais que je n'ai pas besoin de l'écrire sur un brouillon, et même, je dirais même que le fait de l'écrire est dangereux, parce que si vous rédigez votre intro
erreur classique. Erreur qui consiste à rédiger son introduction au brouillon. Si vous faites ça, vous allez lire votre introduction au correcteur. Et ça, vous n'avez pas envie de le faire parce que vous n'êtes pas là pour lire votre brouillon. C'est une épreuve orale. Et l'oralité, c'est-à-dire que l'examinateur, vous le regardez dans les yeux, d'accord? Vous le regardez dans les yeux et votre brouillon, il est là, mais il est là comme je dirais, un filet de sécurité. Donc peut-être qu'effectivement, au brouillon, peut-être que j'ai intérêt à me noter, si j'ai du temps à la fin de la préparation pour l'intro, c'est le malade imaginaire, on est en 1673, c'est la dernière pièce de Molière, c'est son testament comique, et donc je mets quoi? Je mets une liste, je mets des bullet points, je dis que c'est la scène d'exposition, et je mets ce mot-clé, et je dis que c'est un monologue, par exemple. Mais ça me suffit. Il ne faut pas que j'écrive. Ne rédigez rien. Parce que si vous rédigez, vous allez lire. Alors que si vous avez une checklist, une série de bullet points avec des mots-clés, là, vous allez faire ce qu'on attend de vous. C'est-à-dire que vous allez parler d'abondance de cœur et le brouillon, vous vous en servirez éventuellement si vous avez un doute sur la date ou quoi que ce soit. Et puis, ça vous permettra d'organiser pendant la préparation le déroulement de vos idées de l'introduction. Donc oui, c'est utile de préparer son intro au brouillon, mais ce n'est pas le plus compliqué si vous avez bien bossé et ce n'est pas la priorité. Et en aucun cas surtout, il ne faut rédiger votre brouillon, c'est mon conseil numéro 7, utilisez intelligemment le brouillon. Utiliser intelligemment le brouillon, ça veut dire n'utilisez que le recto de vos feuilles de brouillon, comme ça, vous ne vous perdrez pas, d'accord? C'est très pratique d'avoir des feuilles de brouillon qu'on peut déplier, empiler, répartir sur sa table sans avoir à chercher, attendez, c'était où est-ce que je me trouve, etc. On travaille, conseil suivant, donc on n'utilise que le recto, on travaille au crayon et à la gomme pour pouvoir corriger des formulations, affiner, chiader de mieux en mieux votre phrase-titre, etc. Le brouillon, il doit rester très propre, très clair, il ne faut pas que ce soit un torchon parce que sinon, vous renvoyez un très mauvais signal à l'examinateur. Et surtout, je l'ai dit, donc je n'insiste pas, on ne rédige rien, ou presque. En fait, la seule chose qui mérite d'être rédigée, c'est vos phrases-titres. C'est les grandes idées directrices des parties du plan, les 2 ou 3 idées directrices de vos 2 ou 3 parties. Et surtout, 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 s'il vous plaît, ne rédigez pas votre conclusion ni votre introduction. Alors, Maïli se demande s'il faut dire « je vais procéder à la lecture » avant de lire son texte. La réponse est non. Plutôt que de dire que vous allez procéder à la lecture, procédez à la lecture sans dire que vous procédez à la lecture. Voilà, donc la réponse, elle est claire. On introduit le texte, on le présente, et ensuite, boum, on enchaîne et on lit le texte cash sans avoir besoin de cette petite formule. Maïli encore demande si on ne doit pas faire une amorce pour l'intro, une accroche. Pas du tout indispensable. Le cœur de l'introduction, c'est présentation du texte, lecture du texte, problématique, annonce du plan. Raphaël demande combien de temps pour l'introduction? Vous avez 10 minutes en tout pour le commentaire. Et ces 10 minutes, il faut se dire que votre développement sera composé de 2 ou 3 parties. Ce qui est important, c'est que l'introduction, c'est comme à l'écrit. Elle doit être quand même plus courte qu'une grande partie du plan. Donc en fait, on est, si on prend, mettons qu'on fasse une conclusion de 30 secondes, ok? Et qu'on fasse un plan, mettons un plan en 3 parties. Mettons que vos 3 parties, elles durent quoi? 2 minutes 30 chacune. 2 minutes 30 x 3, ça fait 7 minutes 30. Plus les 30 secondes de conclusion, vous êtes à 2 minutes pour l'introduction. Alors évidemment, hein, je compte là l'introduction, y compris lecture du texte, y compris problématique, annonce de plan. En réalité, on est voilà, quelque part entre 1 minute 30 et 2 minutes 30 sans doute pour la phase introductive. Anna demande comment on fait si on passe dans 2 jours et qu'il nous reste 14 textes à apprendre. Eh bien Anna,
D'abord, c'est pas une bonne idée sans doute d'utiliser tout le temps de sommeil à travailler, donc il va pas falloir faire des nuits blanches parce que sinon tu risques de manquer de jus pour l'oral. Mais par contre, je pense que c'est une bonne idée de t'y mettre très sérieusement à partir de maintenant et d'essayer de voir ces 14 textes en commençant par les textes eux-mêmes, parce que ce qu'il y a de plus important, hein, dans l'ordre, c'est 1, connaître le texte lui-même, 2, connaître le cours sur le texte. Mais si vous découvrez le texte et que vous ne l'avez pas pleinement compris, au moins compris le sens du texte, c'est sans doute le pire qui puisse vous arriver. Allez, j'ai d'autres conseils à vous donner, mais simplement, je reviens très rapidement donc sur le brouillon. Je vous ai dit, utiliser intelligemment le brouillon, ça veut dire aussi consacrer une page à la recherche du plan. Ça, c'est la méthode ICR. Une page à l'introduction, une page à la conclusion. Pas de rédaction là-dessus, mais des mots-clés, des bullet points, l'ordre des idées uniquement. Et puis après, une page par partie avec les phrases titres de vos parties, de vos sous-parties et les quelques couples IPC ou plutôt les quelques trios IPC que vous allez mobiliser au sein de chacune de vos sous-parties. On continue. Est-ce que tout va bien ? Est-ce que vous êtes motivé pour cet oral du bac de français? J'espère que c'est le cas. C'est une épreuve qui est marrante. C'est une belle épreuve, franchement, très belle épreuve que vous passez là, de devoir commenter un grand texte de littérature. Et j'espère que ce sera pour vous un plaisir. Alors, le conseil numéro 8, il est très important. C'est de citer le texte en permanence. Il n'y a rien de pire à l'oral que ces élèves, d'abord, qui n'ont pas le texte sous les yeux. Ça, si vous faites ça, vous vous tirez une balle dans le pied. C'est celui qui pense qu'il peut commenter un texte sur la base de quoi? Sur la base de son brouillon. Mais non! Si le texte n'est pas apparent sous vos yeux et que vous n'êtes pas constamment en train de vous y référer, de lire des morceaux du texte, de citer des morceaux du texte, c'est que vous êtes en train de vous planter, d'accord? Est-ce que c'est compris? C'est simple ça, hein? C'est-à-dire que vous avez une source principale, c'est le texte, et une source secondaire, c'est votre brouillon. Donc si le texte c'est un livre, le bouquin, il est dans vos mains en permanence et vous le compulsez, et vous le regardez, vous dites hey, ici j'ai ça, et ici j'ai ça, et c'est comme quand il dit ça, et comme quand je vois ça, etc. On cite le texte en permanence. Évidemment, on n'oublie pas que c'est pas, le but n'est pas de faire des citations sur citation sur citation, le but est que ces citations, elles s'assortissent d'une identification du procédé d'écriture. Est-ce que c'est une antiphrase? Est-ce que c'est une antithèse? Est-ce que c'est un parallélisme de construction? Est-ce que c'est un chiasme? Est-ce que c'est une métaphore? Que dis-je, une métaphore? Est-ce que c'est une anacolute? Mais, c'est pas pour faire joli, c'est pas pour faire savant, c'est pour produire un effet et vous allez montrer que vous avez compris l'effet produit par ce chiasme, par cette métaphore, par cette anacolute, et c'est pour ça que vous citez le texte et que vous le commentez. C'est comme ça qu'on fait un commentaire. Je ne reviens pas sur le conseil que j'ai déjà donné de surligner des parties. Fatou demande comment fait-on pour trouver un plan, sachant que mon professeur ne nous a fait que des lectures analytiques durant l'année sans nous donner de problématiques ou de plans. Eh bien, Fatou, dans ce cas, tu es exactement dans la même situation qu'à l'écrit du bac de français et tu as une demi-heure pour trouver un plan. Tu as une demi-heure pour trouver un plan et ce plan, peut-être même, Fatou, que ça va te servir de ne pas avoir eu de plan, mais de bien connaître le texte. Parce que du coup, tu vas, je l'espère, Fatou, trouver le plan le plus adapté possible à la question qui t'a été posée. Et donc, tu vas te laisser guider par la question, comme on l'a vu dans les exemples. Il y avait d'autres exemples, mais vous pouvez télécharger, je le rappelle, hein, comme d'habitude, vous pouvez télécharger la fiche de ce live si vous êtes inscrit à Live Academy et accéder au replay d'ailleurs si vous êtes inscrit. Si vous ne l'êtes pas, il n'est pas trop tard et je pense que Zineb nous a mis dans le chat, oui, voilà le lien d'inscription gratuite à Live Academy. Hichem demande, faut-il apprendre les plans par cœur? Moi, je pense que c'est une bonne idée. Si vous avez vu des plans en classe, de les apprendre par cœur. Bonne idée à condition de bien pratiquer la méthode
PPAC, l'ancrage dans le sujet, et la méthode de reformulation du plan en fonction des mots-clés du sujet. On continue avec la deuxième phase. La deuxième phase de l'oral qui est aussi importante que la première. Donc surtout, restez aussi cool que Bob, mais soyez aussi motivés, aussi vénères que Rocky, parce que j'ai encore plein de conseils à vous donner. La phase 2, c'est l'entretien, et elle compte pour 10 points aussi. C'est-à-dire que vous avez 10 points sur l'exposé, 10 points sur l'entretien. Donc il ne faut surtout pas sacrifier l'entretien. C'est l'erreur que font beaucoup de candidats. Quels sont les types de questions qui peuvent m'être posées dans l'entretien ? Questions fréquentes, eh bien, vous avez des questions qui reposent sur une typologie que je vous ai mise ici. Il y a des questions, d'abord, qui visent à vous amener à corriger une chose que vous avez dite et qui est une boulette. Et donc, gentiment, l'examinateur vous dit, vous êtes sûr, vous m'avez parlé de Zola, vous m'avez dit que Zola était un auteur romantique. Je dis une horreur exprès, vous me corrigez dans le chat. Est-ce que vous êtes sûr? Donc là, évidemment, il faut savoir saisir les perches que vous tend le jury, et il faut se montrer ouvert et ne pas s'enfoncer, d'accord? Ah oui, si, bien sûr, c'est un romantique. Non, non, pas du tout. Rien de romantique, c'est un naturaliste. Merci, Maxime. Deuxième type de question qui peut m'être posée dans l'entretien, des questions sur le lien entre le texte que vous avez présenté et d'autres textes de la séquence, un élargissement, et si je vous avais posé la même question sur tel autre texte de la séquence, etc. Ça, c'est assez fréquent. Ou bien une question sur le mouvement littéraire auquel appartient l'auteur que vous venez de commenter. Mais c'est quoi exactement cette affaire de naturalisme? Et puis c'est quand? Et puis vous connaissez d'autres auteurs naturalistes, etc. Ou bien des questions sur l'objet d'étude. L'objet d'étude. Alors le personnage de roman, finalement, qu'est-ce que vous avez compris, etc. Ou bien des questions sur les lectures complémentaires, mes petits amis. Ces fameuses lectures que vous êtes censés avoir faites, que je vous avais faites, je l'espère. Et si vous ne les avez pas faites, il est peut-être trop tard, mais il n'est pas trop tard pour vous préparer à répondre à des questions et à répondre à toutes questions de manière générale que vous pouvez prévoir à partir de votre descriptif des lectures et activités, car c'est mon conseil numéro 9. Et j'arrive presque au terme de ce live, mais restez avec moi, s'il vous plaît, car il m'en reste un ou deux, je crois. Préparez cet entretien, relisez votre descriptif des lectures et activités et demandez-vous à quelle sauce vous allez être mangé, mettez-vous à la place du jury. Et dites-vous bien que tout ce qui est écrit dans ce descriptif peut servir d'arme contre vous. Donc, s'il y a une lecture complémentaire que vous n'avez pas faite, il n'est probablement pas trop tard. J'aime pas dire ça parce que vraiment, c'est pas comme ça que j'aime travailler. Mais là, vous êtes à quelques jours du bac. Allez voir des résumés, renseignez-vous. Voilà, et puis même peut-être qu'il n'est pas trop tard pour la lire. S'il y en a qu'une que vous n'avez pas lue, ce sera peut-être votre lecture de chevet demain et après-demain. Bon, bref, attention à ça parce que le correcteur va vous bombarder de questions tirées de votre descriptif. Alors un conseil que je vous donne qui est important, c'est d'identifier vos thèmes de prédilection. C'est de savoir quelles sont les zones de confort. Dans chaque séquence, vous en avez. Il y a des choses sur lesquelles vous êtes plus à l'aise que d'autres. Il y a peut-être un texte préféré, un auteur préféré, une œuvre préférée dans chaque séquence et peut-être dans l'absolu. Et peut-être que si vous avez bien ces zones de confiance en tête, peut-être que vous allez pouvoir être proactif dans l'entretien et ramener l'entretien d'une certaine façon vers ces zones de confiance-là. Donc ça, c'est important de le faire. Si vous êtes pris en défaut à un moment, peut-être que vous arriverez à revenir à un auteur ou à un texte que vous connaissez mieux. Question. Est-ce que, si on vous demande quelque chose et que vous ne voyez pas quelle est la réponse, est-ce que vous pouvez dire « je ne sais pas » ? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut dire « je ne sais pas » dans la phase d'entretien? Suzy n'a toujours pas sa réponse. Suzy, pardon, ta question m'a échappé, mais Suzy, je vais
essayer de te répondre. Est-ce que tu peux, Suzy, s'il te plaît, reposer ta question? Brave Frontieras qui demande s'il faut avoir tous les textes en double. Tu regarderas la réponse en replay au début de ce live. Oui, il faut être honnête, dit Asna, effectivement. Il faut être honnête. Il faut être brave, dit Maxime. Oui, je ne sais pas. Alors, je suis d'accord avec vous, hein, ça peut arriver de dire je ne sais pas. Et si on vous dit, par exemple, quel est le nom du poète qui a inventé le sonnet, par exemple? Bon, bah, si vous ne savez pas, peut-être qu'à un moment, vous pouvez dire je ne sais pas. Mais quand même, c'est toujours mieux d'éviter de dire je ne sais pas, parce que c'est la tentation, c'est la facilité de dire oh, je ne sais pas. Mais est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir à haute voix? Ça, c'est beaucoup mieux de dire bah, parce que si je reprends mon exemple, qui a inventé le sonnet? Il y a la réponse de celui qui sait, qui va dire par exemple, c'est Clément Marot qui, au XVIe siècle, a importé ce genre italien, puisqu'il était pratiqué par les poètes italiens à la Pétrarque, etc. Mais c'est Marot qui l'a importé en France un peu avant les poètes de la Pléiade. Bon, ça, c'est j'ai la réponse, donc super. Si j'ai pas la réponse, comment je fais? Alors, quel est le poète qui a inventé le sonnet? Donc, je vous avoue que là, j'ai pas la réponse immédiate. Je sais que le sonnet, c'est un genre poétique composé de deux quatrains et de deux tercets. Tiens, bah, si vous le savez, ne vous priez peut-être pas de le dire. Vous voyez ce que je veux dire? On peut se raccrocher à ce qu'on sait. Quand on ne sait pas, on peut se raccrocher à ce qu'on sait. Vous me demandez qui a inventé le sonnet. Ce que je sais, c'est que le sonnet, c'est un sous-genre de la poésie qui se caractérise par deux quatrains et deux tercets. Et ce que je sais aussi, pardon, hein, je réfléchis à haute voix, mais ce que je sais, c'est que déjà au XVIe siècle, il existait, puisque Ronsard a écrit les sonnets pour Hélène. Et je me souviens d'un sonnet de Ronsard, quand vous serez bien vieille au soir à la chandelle, etc. Donc vous voyez qu'il y a une grande différence entre dire je ne sais pas et réfléchir à haute voix. Et si vous pouvez élaborer à haute voix des hypothèses, une réflexion, vous êtes en train de montrer au correcteur que peut-être que vous n'avez pas la science infuse et que vous ne savez pas tout sur tout, mais ça, c'est pas grave. On vous demande pas de tout savoir sur tout, ça n'existe plus, d'accord? Pic de la Mirandole, c'était il y a plusieurs centaines d'années, c'était, vous savez, Pic de la Mirandole, c'est ce grand savant de la Renaissance qui avait la réputation de tout savoir sur tout. C'est celui qui savait tout ce qu'on pouvait savoir en son temps. C'était le Wikipédia de l'époque. Eh bien, vous n'êtes pas des Wikipédia et ce n'est pas grave. Vous savez pourquoi c'est pas grave? Parce que Wikipédia est là pour ça. Mais ce que vous êtes en revanche, j'espère, c'est des jeunes gens doués d'intelligence et capables de réflexion. Et c'est ce qu'il faut que vous montriez au correcteur, que vous êtes capable de réfléchir et que lorsque vous avez une difficulté, vous ne zappez pas, vous ne vous couchez pas en disant oh, bah, je sais pas, parce que sinon ça va être un peu chiant l'entretien. Conseil numéro 10, surveillez votre niveau de communication verbale et non verbale. Je viens de dire un gros mot, par exemple, si ma femme m'entendait, elle me gronderait parce que les enfants ne doivent pas entendre ça. Mais vous, à l'oral, c'est encore plus important parce que vous serez jugé sur votre aptitude à manier correctement la langue française à l'oral. C'est une épreuve de français. Donc autant à l'écrit, on vous scrutait sur les questions d'écriture, de rédaction, d'orthographe, de syntaxe, de ponctuation, de grammaire, de style, autant à l'oral, on va continuer à scruter votre usage de la langue et à se demander si vous en faites un usage correct. Donc correct, ça ne veut pas dire littéraire, hein. Vous ne parlez pas comme un livre, vous parlez comme vous écrivez quand vous écrivez un commentaire, mais avec un peu plus de naturel sans doute, parce que toute la difficulté de l'exercice, c'est de garder une forme de spontanéité, une forme de naturel, et de ne pas être
ultra compassé comme ça et de dire oh là là. Si vous perdez complètement cette fluidité de la discussion, vous allez perdre aussi des points, c'est sûr. Mais le plus important, c'est quand même de soigner votre expression, votre niveau d'expression, mais aussi votre expression corporelle, les mimiques du visage, le regard qui est si important, le regard que vous devez adresser à votre examinateur. Vous allez planter vos yeux dans les yeux de l'examinateur. C'est extrêmement important. Quand un examinateur n'est pas regardé, croyez-moi, il met des points en moins. Et inversement, lorsqu'un candidat parle à l'examinateur et que c'est un vrai oral, c'est-à-dire quelqu'un qui adresse un message oral à quelqu'un d'autre, il le regarde quand il lui parle. Et ça, vous allez gagner des points là-dessus, un nombre de points incroyable si vous y faites attention. Regardez l'examinateur dans les yeux, sourire, sourire. Ça paraît dingue, mais il y a des points qui se jouent là-dessus, je vous promets, parce que vous allez être stressé, vous allez être super stressé peut-être même. Le stress, il agit sur vous, il vous tend, il fait que vous êtes parfois un peu fermé. Parfois, même, on va voir quelqu'un qui n'est pas aussi sympathique qu'il le serait 2 heures plus tard après avoir décompressé. Et ça, c'est des choses qui peuvent se corriger à condition d'être conscient du problème et donc de veiller pendant l'oral et pendant vos entraînements que je vous encourage à faire d'ici là, à ces notions-là, le regard, le sourire, la voix qui doit être bien adressée elle aussi, au bon volume, ni trop fort, ni trop faible. Et puis, il y a les questions de rythme, il y a les questions de tempo. Il faut que ça vive, d'accord? Il faut que ça vive, il ne faut pas que ce soit trop chiant, parce que si vous infligez au correcteur un exposé monocorde comme ça, très terne, très mou, très régulier, et qu'il n'y a pas un peu de relief, qu'il n'y a pas un petit peu de rythme, qu'il n'y a pas de l'accentuation, qu'il n'y a pas même un peu de théâtralité. Et vous voyez que je suis en train volontairement d'en rajouter pour vous montrer que c'est important quand même. Dans l'expression orale, la théâtralité, je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas valable que pour la lecture du texte, c'est valable aussi pour votre exposé. Ici, il faut qu'il y ait de l'animation, d'accord? Et donc, essayez de travailler là-dessus. Dans les jours qui viennent, essayez de vous entraîner. Parlez, prenez un parent, un frère, une sœur, un cousin, n'importe quoi, un gars dans la rue, et dites-lui, tu veux bien que je te fasse un petit exposé? Donne-moi du feedback sur le non-verbal, le regard, la voix, la posture, l'attitude, l'ouverture des épaules. Est-ce que je suis bien? La posture, l'assise sur la chaise, hein, il faut être dans la posture du boxeur. Je vous rappelle que le but à l'oral, c'est d'être dans une posture extrêmement dynamique, c'est-à-dire le cul un peu en bord de chaise plutôt qu'affalé dans la chaise comme ça, tranquille, en arrière. Non, on est plutôt projeté en avant, projeté vers l'examinateur, vers la discussion. On est extrêmement vif, on est capable de faire vraiment la posture du tennisman ou du volleyeur ou du boxeur, et on met de l'énergie, on met de l'implication dans le discours. On est un peu surinvesti, d'accord? Limite flippant le mec, ouais, effectivement, mais parce que il faut en rajouter, il faut être à 120% plutôt que de se dire oui, je commence à 60% et puis je vais monter tranquillement pour aller finir à 100%. Non! Vous commencez à 120% et puis petit à petit, vous vous stabilisez à 100%, au bon niveau d'énergie, au bon niveau d'implication dans le discours. Bon, tout ça, ça se travaille, et donc je vous encourage, s'il vous plaît, je vous encourage à vous entraîner, à vous mettre en situation. C'est quelque chose qui vous sera très utile, même si vous n'êtes pas en face de quelqu'un de spécialement compétent sur le plan littéraire. C'est pas grave, il pourra déjà vous aider, parce que rien que de vous mettre en situation, rien que de vous entraîner, de passer un oral, de répondre à des questions, ça va vous mettre face à vos qualités, à vos défauts, à vos limites, surtout si vous lui demandez du feedback. Donc, demandez du feedback sur la communication verbale et non verbale aux gens avec lesquels vous entraînez. Et j'ai dit, il y a les papas, les mamans, les machins, etc. Mais il y a surtout vous, entre vous, élèves de première,
faites-vous passer des euros blancs, mettez-vous dans la peau du jury, ça vous sera très utile aussi de bien comprendre la psychologie de celui qui est en train d'assister à un exposé. Essayez de prendre des notes, de vous dire vraiment je suis l'examinateur du bac et je vois passer Tartampion, qui en l'occurrence est peut-être mon meilleur copain, mais je vais essayer de lui donner un feedback sur ce que j'ai vu de bien, de pas bien, etc. Est-ce que tout va bien? Si il est moche ou désagréable à regarder, voire déconcentrant, Carole, je pense que tu parles peut-être de l'examinateur. Je ne sais pas quoi te dire, Carole. Tu fais abstraction de ça. Tu fais abstraction de ça. Tu t'es dit que tu as un super beau gosse en face de toi et tu lui fais de grands sourires, évidemment, en restant sobre et professionnel, mais on ne se laisse pas déconcentrer par l'apparence de son examinateur. Est-ce que c'est une bonne idée de relire chacun de nos textes 20 fois pour les mémoriser, etc. Oui, c'est une bonne idée, 20 fois, je ne sais pas, mais en tout cas de tellement avoir lu ces textes qu'on les connaît quasiment par cœur. Ça, c'est des choses qui sont tout à fait bonnes, parce que ça va se ressentir au moment de la lecture expressive de votre texte. On va voir que vous vous baladez dans ce texte, que vous êtes chez vous dans ce texte. Ça va se ressentir aussi au moment de l'analyse. Au moment de l'analyse, quand vous allez chercher une citation, quand vous commenterez le texte, on verra que vous êtes chez vous dans ce texte. Il faut que vous soyez chez vous dans ces textes. Il faut que ces textes, vous les connaissiez très bien, que vous soyez des intimes de ces textes. Mais évidemment, c'est pas le lire pour le lire, c'est le lire en essayant toujours de bien comprendre ce qui se passe et de ramener ça aux connaissances que vous avez acquises à travers les cours, le fichage, etc. Est-ce que tout va bien? J'ai pas fini, il me reste, je vais vous dire, il me reste une question et un conseil. Une question et un conseil, c'est presque terminé, mais restez avec moi pour ces derniers conseils. Comment gérer son stress d'abord? C'est une question qui m'a été beaucoup posée parce qu'il y a de grands stressés parmi vous. Eh bien, ce que je dirais d'abord, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc, le stress ne se combat pas par des pilules ou par des substances illicites. Il se transforme. Le stress, il ne faut pas chercher à l'anéantir. Il sera là. C'est normal que vous soyez stressé. Vous savez quoi? C'est bien que vous soyez stressé. C'est bien. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est le super je m'en foutiste. J'en ai vu un tout à l'heure. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il me dit, oh, moi, ça sont 40 textes. J'ai rien commencé. Mais bon, ça va, c'est le bac de français. Bon. Non, si vous êtes stressé, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle et vous avez raison de l'être parce qu'il y a de l'enjeu. C'est un moment important. Vous êtes déjà sur la rampe qui va vous lancer dans les études supérieures et vos résultats au bac de français, ils seront regardés, hein, je vous le rappelle, si vous êtes candidat pour une filière sélective, que ce soit Sciences Po, que ce soit une double licence à Nanterre, que ce soit une fac à l'étranger, que ce soit une classe préparatoire. On va regarder vos notes et donc d'être stressé, c'est plutôt une bonne chose. Mais il faut essayer de le convertir, ce stress, en une énergie positive. Et pour ça, il y a quelques recettes. Hein. C'est des recettes toutes simples, pardon, c'est des platitudes, des banalités, mais j'ai dit quand même. Visualisez d'abord. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire le soir. Vous êtes dans votre lit comme ça, vous fermez les yeux et vous visualisez. Vous visualisez quoi? Vous visualisez un oral qui se passe parfaitement bien. C'est vous qui êtes dans le couloir d'abord avec peut-être des camarades de la même classe qui poireautent avec vous, et puis l'examinateur qui vient, qui ouvre la porte. Alors peut-être que notre ami pourra visualiser un examinateur particulièrement désagréable à regarder pour se préparer à ça, et donc elle visualise cette espèce de monstre qui lui dit bonjour monsieur, mais vous, ça se passe bien. Hein, quand vous visualisez, tout se passe toujours bien. Vous le saluez, vous lui serrez pas la main, hein, non. Je ne me visualise pas en train de serrer la main. Je lui dis bonjour monsieur, par contre, je visualise. Il m'amène jusqu'au bureau, il me dit vous allez choisir tel texte et telle question.
les obsèques de la lionne et la question, d'accord, je prends le truc, je signe, j'émarre, je montre ma carte d'identité, ma convocation, je sors mon texte, je vais m'asseoir, je prépare, et pareil, je visualise, tout se passe bien, je commence par bien analyser le sujet. J'analyse le sujet, je repère les mots-clés du sujet, je me souviens du plan que j'ai vu en cours, et ça vient, je l'écris, je confronte les mots-clés du sujet et les mots-clés du plan, je reformule mon plan, puis je prépare mon plan détaillé, mes sous-parties, mes triptyques IPC, je les loge, je les loge, je les loge, je surligne les citations que je vais utiliser dans 2 couleurs différentes pour mes 2 parties. J'ai le temps de mettre quelques bullet points pour l'introduction. Allez, j'ai même le temps, ça se passe bien, de noter 2-3 formules que je pourrais utiliser en conclusion. Je respire un grand coup, ça fait 27 minutes, j'ai 3 minutes pour revoir tout ça. Tout se passe bien, on m'appelle, je me pointe, je regarde l'examinateur, je lui fais un grand sourire, il me fait un signe et je me lance. Et là, je déroule comme un chef, c'est du billard, boum boum, Molière, Malade imaginaire, 1673, Testament comique, etc. Mon intro se passe bien. Après avoir présenté l'œuvre, je présente le texte. Après avoir présenté le texte, je me lance dans une lecture et là, je lui sors la lecture du siècle, la meilleure lecture qu'il ait jamais vue, etc. Puis, je reprends la problématique, je la reformule, j'annonce un plan parfaitement adapté à la problématique. La preuve, c'est que j'utilise les mots-clés du sujet. Et puis, boum, boum, je déroule. Grand 1, ma première partie. Grand 2, ma deuxième partie. Je conclus en reprenant la question posée, en formulant une synthèse de la réponse que je peux apporter en bilan à cette question. Et puis après, c'est l'entretien. Et là, tout se passe bien à nouveau. On me pose une question, je prends le temps de la réflexion. Je prépare ma réponse comme on arme, comme on bande son arc pour que la flèche parte plus droite, plus vite, et je donne une réponse qui est ciblée, qui est structurée, qui a un début, une fin, et qui surtout répond vraiment à la question. Quand je ne sais pas, je réfléchis à haute voix, et tout se passe bien, et je sors de là, et je sens que je viens de prendre un 18, un 19 ou un 20, c'est possible. C'est ce que je vous souhaite en tout cas, mes petits camarades. Donc voilà ce que c'est que de visualiser. Et de visualiser, vous savez quoi, c'est utile parce que c'est souvent autoréalisateur. Ça vous permet le jour J de vous mettre dans ce rythme-là qui est un rythme de réussite. Vous pouvez aussi, avant le jour J, vous entraîner parce que pour faire diminuer le stress, et pour le convertir en quelque chose de positif, l'entraînement, c'est super utile. Je ne reviens pas là-dessus parce que j'en ai déjà parlé, mais multipliez les entraînements, les mises en situation. Et si vous n'avez personne de compétent, vous prenez quelqu'un qui n'est pas compétent, mais vous y collez. Vous vous y collez avec la demi-heure de préparation, les 10 minutes d'exposé, les 10 minutes d'entretien, et vous allez comme ça progresser, vous allez comme ça faire descendre le stress. Donc l'entraînement, il est clé. Le sport ensuite, le sport pour les plus sportifs d'entre vous en tout cas, faire du sport, c'est une bonne chose pour ne pas arriver le jour J tendu comme un string ou je ne sais pas comment, mais en tout cas il faut se défouler et il faut aller nager, aller courir, aller faire un foot. Faites ce que vous voulez, mais faites sortir de la bonne fatigue. Et puis le jour J, quelques conseils aussi. On respire. C'est quelque chose qui aide hein, quand on sent que vous êtes en train de monter en stress, de monter en pression, vous respirez. Vous prenez de grandes respirations, vous acceptez les manifestations de stress, c'est-à-dire que c'est pas grave. Si vous êtes en train si vous transpirez à grosses gouttes parce qu'il fait super chaud et si vous avez des auréoles qui sont en train d'apparaître, que votre chemise qui était bleu clair initialement, elle est déjà repeinte en bleu foncé tellement vous êtes en stress, je respire et je me dis, c'est pas grave, tout va bien. C'est normal d'être stressé et je ne serai pas évalué là-dessus, mais sur la qualité de ce que je dis. Et ici, on se souvient d'une chose quand même, c'est que l'examinateur est bienveillant. Il est bienveillant, il ne vous veut pas de mal, l'examinateur. C'est un brave gars, une brave fille, c'est un prof de français. Peut-être qu'il est crevé, peut-être qu'il en a marre, peut-être que vous êtes le 15e élève qui passe sur ce texte et qu'il en a plein le dos. Mais
il ne vous veut pas de mal, il est bienveillant. Donc, on ne se laisse pas stresser la tête par un examinateur dont on s'imagine qu'il est très ennuyé par ce que vous dites ou qu'il vous trouve nul, etc. Souvenez-vous, il est bienveillant. Et puis on pense à sourire. On pense à sourire parce que bien souvent, un sourire, ça peut détendre pas mal de situations. Voilà, c'était la question fréquente numéro 7, le conseil numéro 11. Ultime conseil, le conseil qui est peut-être le plus important et qui est un vrai secret de réussite dans la vie en général. Prenez du plaisir. Il faut que ce soit un kiff, ce bac de français. Si vous pouvez montrer à l'examinateur que pour vous, de commenter un texte littéraire à l'oral, c'est pas une tannée, c'est pas le pire cauchemar, mais qu'en fait, oui, c'est vraiment un kiff. Pourquoi? Parce que vous y voyez un intérêt, en fait. La littérature veut dire quelque chose pour vous. Vous n'êtes pas complètement décérébré, etc. Je me mets à la place de l'examinateur que j'ai été et qui était tellement content quand il voyait un candidat qui semblait avoir quelque chose qui ressemble à une étincelle dans le regard quand il parle de littérature. Vous voyez, parce que nous autres profs de français, on est des gens un peu particuliers. On est un peu des polars, d'accord? Et on est un peu des obsédés. Obsédés de littérature, c'est quelque chose qui compte tellement pour nous qu'on a été prêt à faire ce job de fou, là, de devenir prof de lettres. Donc, dites-vous bien que si l'examinateur reconnaît en vous l'un des siens, quelqu'un qui partage un minimum cette passion, je ne vais pas dire cette passion, mais au moins cet intérêt pour la lecture et pour la littérature, il va être peut-être plus indulgent avec vous. Si par exemple vous êtes très mauvais, mais qu'on sent que vous aimez ça, eh ben, on vous donnera quelques points pour cet amour de la littérature et pour ce plaisir que vous êtes en train de prendre, malgré vos éventuelles défaillances, malgré vos éventuelles déficiences. Voilà, je vous rappelle que toutes les vidéos sont accessibles en replay et que ces vidéos restent utiles. Les vidéos sur le commentaire, le grand quiz, genres et registres, etc. Les 5 conseils inédits sur l'oral. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à Live Academy, surtout faites-le. Et il vous suffit pour ça de répondre au formulaire dont le lien figure dans la description de cette vidéo. Je remercie beaucoup une dernière fois le SCP Europe et son programme Bachelor, notre partenaire qui a permis la réalisation de cette bonne saison de Live Academy. Je vous remercie vous, Carole, Stella, Hichem, Gustave et les autres, Garance, Maxime. C'était un vrai plaisir de répondre à vos questions. S'il y en a d'autres d'ailleurs, je vous y réponds tout de suite. Mais j'ai l'impression que vous n'avez plus beaucoup de questions. Donc merci tout le monde. Bye bye, je vous dis un très grand merde pour cette orale du bac de français. Et puis, je vous dis aussi qu'on sera là l'année prochaine, évidemment, pour vous accompagner lorsque vous serez en terminale. À bientôt, mes chers petits camarades. C'est triste, Zola? Non, c'est pas triste, c'est super. Vous êtes bientôt en vacances et vous avez un dernier obstacle à franchir. Ce dernier obstacle, il est important, mais j'espère qu'avec ces conseils, vous êtes un peu mieux armés pour l'affronter et pour sortir victorieux de cette confrontation avec le jury. Il est gentil, le jury, je vous le rappelle, ne croyez pas que c'est un gros méchant. Vous allez cartonner, je crois en vous et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!